Bueno, muchas gracias, Olivier, por esta conversación, donde vamos a repasar tanto Rarezas Geográficas como 30 de febrero, dos libros que tienen varios puntos en común, ¿no? No solo en la forma en que se plantean las historias, sino también en romper con ciertas estructuras de lo que nosotros creemos que es algo que está dado desde hace mucho tiempo y no es así. Tout à fait. Bonjour. Vous voulez que je m'exprime sur... c'est une question? Sí, sí. Ah, ok. D'accord. Sobre la cuestión, digamos, de cómo entre los dos hay una alimentación, una retroalimentación en tanto a la estructura de temas que uno por ahí cree que son así desde hace mucho tiempo, que fueron arreglados de esta manera desde siempre, si querés, en algunos casos, más que nada en el caso de ahora en ese sentido, pero que se van modificando y se han ido modificando a lo largo del tiempo a partir de distintas circunstancias que son justamente la cuestión que hacen a estas historias. Oui. Bah, je dirais encore... Voilà, ce qui compte pour moi, c'est la surprise, en fait, au départ. Finalement, j'ai une position qui est extrêmement simple. Je pars de moi-même, de là où je me trouve. Je pars au fond de la méconnaissance que j'ai de ces univers-là. Je pars de l'évidence apparente qu'est la mesure du temps, de la manière dont les hommes se partagent le territoire, la planète. Et j'explore en me posant des questions. Donc, je dirais que c'est un parcours de candide que j'ai dans ces univers. Je ne suis pas spécialiste de géographie, je ne suis pas spécialiste de la mesure du temps. Je dirais que j'ai juste envie de m'interroger, de comprendre un peu comment fonctionne tout ça, en partant vraiment de moi-même. Donc, c'est peut-être ce qui fait que ça touche, c'est qu'au fond, je suis un petit peu comme tout le monde. Je vais explorer un univers que je ne connais pas et je le découvre en m'étonnant, exactement comme le Candide de Voltaire. Voilà, avec les questions que ça peut apporter. Je ne bâtis pas de théorie en fait à partir de ça. J'invite juste les gens effectivement à s'interroger, à douter même finalement, à chercher peut-être une vérité s'il y en a une. En tous les cas, voilà, j'ai l'impression, pour ce qui me concerne, la vérité est plutôt du côté du doute et de la recherche que de la conviction. Et ce qu'invitent mes livres à faire, c'est interroger sur les convictions et les évidences. Voilà, je pense que c'est ça, le cœur de ma démarche. Justamente, y un poco de romper estas convicciones, es donde las historias muchas veces ingresan por pasillos que circundan lo irracional, ¿no? Que circundan lo delirante. Digamos, si tomamos casos como el Principado de Sealand, y al mismo tiempo tomamos el caso del horario de andén de París, uno se da cuenta que hay cuestiones Oui. que destruyen de alguna manera la construcción que uno puede tener de este tipo de cosas, ¿no? Digamos, una ciudad con 3 horarios, en un momento hoy es algo inimaginado, pero al mismo tiempo que un principado esté en una plataforma marítima a partir de una historia, digamos, con tintes románticos en un principio, también rompe con los esquemas de lo que uno puede creer como lo real, como lo posible. A vos lo que te guió dentro de esta búsqueda fue justamente eso, digamos, buscar esta sorpresa y buscar cuestiones que destruyan de alguna manera lo que nosotros creemos como realidad. Je dirais que vous avez utilisé un mot, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est celui d'insensé. Mais en fait, au fond, en mettant en lumière ce qui peut nous paraître insensé par rapport à une norme qui est la nôtre, hein, je dirais que si on parle des bizarreries géographiques, la norme, et c'est celle dont je pars, c'est
un territoire avec des frontières bien définies, au sein de ce territoire, un fonctionnement juridique homogène. Voilà, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu le cliché même de la manière dont la Terre est censée être divisée, dont la planète est censée être divisée, mais en mettant en lumière j'allais dire, des fonctionnements un peu différents qui peuvent nous apparaître comme des folies. Dans le fond, en miroir, on peut aussi s'interroger sur est-ce que c'est pas tout simplement une folie que de se partager le territoire tel qu'on le fait. Je veux dire, si on remonte bien en avant, bien avant même l'idée de la propriété, j'imagine que le premier qui a commencé à délimiter son champ pour dire que c'était chez lui, il a dû paraître pour un fou. Il y a cette anecdote, alors qu'on m'a souvent rapporté, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais à mon avis, elle revêt un caractère réel, qui est que lorsque les colons anglais sont allés voir les Indiens de l'île de Manhattan et leur ont proposé de leur acheter l'île de Manhattan, les Indiens d'Amérique les ont regardés en pensant qu'ils étaient fous. Ils ont dit, mais si vous voulez, bien sûr, donnez-nous vos verroteries, donnez-nous de l'argent, prenez l'île de Manhattan. Ils n'ont absolument pas compris ce qu'impliquait l'idée de propriété. Donc, le territoire, la frontière, et ils s'en sont mordus les doigts après, parce qu'une fois qu'ils ont compris le papier qu'ils avaient signé et les droits que s'arrogeaient les Occidentaux, alors qu'eux appartenaient à leur terre, hein, c'est-à-dire que dans leur vision, l'homme appartenait à la terre. Et d'un coup, il y a des gens qui leur disaient non, 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 la terre, elle appartient à l'homme. Voilà. Quand ils ont compris ce qu'était cette folie, il était trop tard. Et ils se sont fait massacrer. Voilà. Et je dirais que la même chose les choses ont dû se passer de manière analogue dans beaucoup de pays d'Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu une folie, dans le fond, à se partager le territoire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, voilà, on est dans ce système-là aujourd'hui, mais je pense que mettre en perspective là, se dire qu'il y a quelque chose d'un peu dingue, en fait, derrière, ça permet peut-être de faire un peu baisser l'importance de ce que ça peut avoir. Voilà, c'est juste peut-être cette petite chose que j'ai envie de montrer, en tout cas de pointer. Je ne suis pas en train de dire supprimons les frontières, hein, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ça. Mais je dirais que comprendre ça, c'est peut-être un remède au nationalisme ou à l'idée d'essentialisation des frontières. Non, voilà, tout ça bouge, tout ça est meuble, tout ça a bougé. Voilà, et il n'y a pas si longtemps, la Terre ne nous appartenait pas. Voilà. Donc voilà. Et le temps, je dirais que c'est un peu la même chose. Alors à ceci près que le temps il y a quand même une réalité dans le temps qui est que il y a des événements qui se déroulent les uns après les autres. Il y a de la causalité, en fait, c'est physique, c'est-à-dire qu'il y a une cause et il y a un effet, et c'est ça qui, en gros, donne l'idée du temps. Mais l'idée de sa mesure, finalement, n'a jamais été foncièrement importante. Enfin, je veux dire, elle l'est aujourd'hui, mais est-elle réellement nécessaire? Elle l'est dans le monde moderne, mais elle ne l'a pas toujours été non plus. On peut aussi très bien se laisser vivre comme un animal au jour le jour. Et d'ailleurs, à mon avis, la nécessité de mesurer le temps doit être doit arriver à peu près au même moment que l'idée de propriété. C'est-à-dire que la nécessité de mesurer le temps, ça doit probablement arriver au même moment que l'agriculture, quelque chose comme ça, ou à la nécessité de prévoir l'hiver pour avoir des réserves. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de plus naturel quand même dans la mesure du temps, dans la mesure où c'est vraiment associé à quelque chose de physique. Mais effectivement, la manière dont on le mesure est totalement arbitraire, finalement. Même si une alternance jour-nuit, etc., etc. Voilà, donc il y a peut-être le livre, le 30 février est peut-être moins politique en ce sens, mais il y en a quand même un peu, puisque le temps existera toujours. En revanche, la mesure du temps est politique. Le temps ne l'est pas. Le territoire est politique. Voilà. Et moi, dans le bizarre géographique, je parle on va dire, du territoire. Et je ne parle que de la mesure du temps dans le 30 février. C'est la mesure du temps qui est politique, mais le temps ne l'est pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais voilà, je vous ai donné tout ce que j'avais. Pardon, j'ai un téléphone qui sonne. Sí, es verdad lo que decís, que la cuestión... Attendez, 2 secondes. Ah, bueno.
Certainement quelqu'un qui voulait me vendre quelque chose. ¿Alguna encuesta? Et voilà. Peut-être, qui sait. Bueno, decía, retomando lo que comentabas recién, es verdad lo que decías con respecto a esta diferenciación entre lo político, cómo ingresan en uno y lo otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, ya que hablamos del tiempo, en 30 de febrero hay mucho de político, en tanto, por ejemplo, en posturas como la de Francia en no querer unirse al meridiano de Greenwich por una cuestión de imagen, si querés. O sea, hay como pequeños destellos donde lo político va ingresando todo el tiempo, ¿no? Y retomando un poco el principio de tu respuesta anterior, con respecto a la repartición del territorio, a mí hay un aspecto de lo que me decías vos recién que me pareció muy interesante, que de alguna manera hoy sigue latente, ¿no? Que es la construcción del territorio a partir de cierta identidad, ¿no? Vos hablabas de cómo se habían repartido las tierras, por ejemplo, en América del Sur, etcétera, a partir de un momento histórico, pero cómo hoy esta repartición, si querés, está más ligada quizás a la cultura en un punto, ¿no? Digamos, el reconocimiento a partir de la cultura de ciertos espacios que vienen de hace mucho tiempo, que a partir de, digamos, la época colonialista, en los periodos entre guerras, se fue como, y también en el cristianismo, ¿no? Fue como tratando de borrar las pequeñas identidades de estos espacios, y cómo eso también marca un poco este territorio que hoy está en disputa, que es un territorio dentro de un territorio político, de márgenes, delimitado a partir de arreglos, ¿no? Pardon, je crois que j'ai pas bien compris j'ai pas bien compris quelle était ta question. Excuse-moi. A lo que voy es, digamos, que estos planteos que vos hacés con respecto a cómo se marca el territorio, cómo se marcó políticamente el territorio, que son volubles, que se mueven, que tienen que ver con momentos históricos, ¿no? Porque si uno agarra el mapa de hace 500 años atrás, no es el de hoy, justamente, y este concepto de que vos hablabas de que se pueden borrar las fronteras, que si bien no es lo que vos planteás, hoy hay un poco un resurgimiento de esto a partir de cuestiones culturales que hacen a las identidades de los distintos grupos que han sido acallados a partir de esos momentos políticos, a partir de marcar ese tipo de fronteras. No sé si estás de acuerdo con ese concepto. Oui, alors tu veux peut-être parler on va dire, d'une forme euh, de régionalisation peut-être des enjeux territoriaux, c'est ça? C'est-à-dire est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que politiquement, Claro. Oui, Sí. oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement, depuis quelques années, on assiste à un retour du régionalisme, en tout cas de la volonté d'être autonome et de se départir des grands ensembles à partir d'une identité culturelle qui serait en opposition avec une identité culturelle oppressante. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On a peut-être ces exemples-là en Europe, par exemple la Catalogne, c'est ça, qui voudrait se séparer de l'Espagne, ou en tout cas où il y a des velléités de séparatistes, la Belgique, où les Flamands et les Wallons, enfin ceux qui parlent français, ceux qui parlent néerlandais voudraient se séparer, l'Italie peut-être aussi, avec des mouvements qui voudraient couper l'Italie en deux, laisser le sud tout seul et le nord se débrouiller. Est-ce que c'est ça dont on parle ou pas? Et j'imagine qu'il y a des choses comme ça peut-être en Amérique du Sud, mais qui sont plus liées à des phénomènes indigènes. Exactamente, sí, 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 sí. D'accord. Estamos, digamos, Ok. hay Ouais, como ouais. una... Oui, hay oui, como effectivement, on a enfin, je suis pas un grand spécialiste, mais il y a eu une construction des États-nations au 18, à partir du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, et qui se sont consolidés à cette époque-là, et que ce soit par des mouvements de décolonisation en Amérique, en Afrique, ou des mouvements de concentration
en Europe. Voilà, et aujourd'hui, effectivement, on aboutit à une forme de résurgence de l'envie d'être tout seul et pas avec les autres. C'est compliqué le territoire parce que il s'agit de l'espace vital d'un groupe qui se sent bien en fait ensemble. Grosso modo, c'est ça. Il s'agit d'un groupe qui a sa mythologie, qui a ses traditions, qui a ses coutumes, qui a en général sa langue, peut-être sa religion, enfin tout un tas de choses qui unit les gens les uns aux autres. Et effectivement, très vite, il y a l'idée d'associer un groupe, j'allais dire, quelle que soit la manière dont ils se reconnaissent entre eux, hein, et il y a mille raisons de se reconnaître, il y a très vite la tentation d'associer ce groupe à un territoire, sachant que la seule, comment dire, la seule idée, en fait, c'est d'assurer sa survie dans un premier temps et sa richesse, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'accaparer les ressources qui vont permettre de vivre. Alors, il peut y avoir un attachement affectif, hein, je ne nie pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur terre, à l'endroit où ils vivent, etc., etc. Et le moteur numéro un, à mon sens, c'est celui de pouvoir se nourrir, boire et vivre sans mourir de froid, quoi. C'est ça le territoire, en fait, dans le fond. Il s'agit uniquement de ça. Un animal raisonne exactement de la même manière. S'il a un territoire, c'est pour pouvoir vivre, c'est point. Donc, je sais pas dans quel... Enfin, quand on rapporte ça à la question animale, on est déjà peut-être un peu plus détendu sur tous les autres prétextes qui font foi comment dire, à la revendication territoriale. Pour moi, la revendication territoriale, mais je suis peut-être pas très romantique là-dessus, elle est avant tout liée à des intérêts, quoi. Voilà, c'est point. Je veux dire, n'allons pas chercher plus loin. On joue sur l'affectif pour donner l'impression que c'est important et que c'est noble surtout. Mais en fait, il s'agit d'histoires de vie, de survie, de richesse, etc., etc. Voilà. La conquête n'a toujours eu que ce but-là, accroître ses richesses. Point. Je crois pas à autre chose, en fait. Y dentro de este mundo hiperconectado, ¿no? Donde las fronteras de alguna manera a partir de la tecnología, a partir del comercio, hoy todo un poco cortado en tiempos de pandemia, ha cambiado notablemente desde hace 40, 50 años y van increciendo. ¿Cuál es el espacio para esas identidades, para esos territorios? Digamos, ¿estamos en un momento donde se van a ir borrando, crees vos, estas cuestiones de los territorios y de los márgenes, o que al contrario, justamente por estos intereses económicos, se van a hacer más fuertes? Oula. C'est compliqué. Je crois que les Chinois ont une phrase comme ça que je viens de lire dans un livre qui dit je paraphrase, mais il faut se méfier des prophéties, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est une manière humoristique de dire que, bon, voilà, on n'en sait rien. Après, on peut observer un petit peu ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Je dirais que le monde, il est extrêmement compliqué. J'ai envie de dire que... alors, je crois, hein, mais peut-être, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais voilà, les mouvements de mondialisation, démondialisation, c'est un peu l'histoire du monde moderne hein, depuis très longtemps finalement. On pourrait très bien imaginer que l'Antiquité, en tout cas en Europe, a été un mouvement de mondialisation puisque l'Empire romain contrôlait toute cette zone-là. Il y avait énormément d'échanges. Puis après la chute de l'Empire romain, il y a certainement eu un peu de démondialisation parce que en gros le monde s'est démodernisé. Et puis après, on a retrouvé un peu de mondialisation à partir de la Renaissance, et puis ça n'a peut-être pas cessé de croître, alors certainement avec des moments où on s'est un peu démondialisé, en particulier quand il y a eu des guerres et des moments de repli comme ça.
Je dirais que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je dirais, il y a quand même, j'ai le sentiment qu'on a tendance aujourd'hui à prendre les frontières un peu pour des abris face justement à la mondialisation. La mondialisation nous apporte énormément de richesses, mais elle crée aussi beaucoup d'angoisse chez les gens parce qu'on a on a beaucoup de mouvements, on a des migrations, on a tendance à mettre les attentats qu'on vit, en tout cas en Europe, sur le dos de la migration. On est, enfin, en tout cas, il y a tout un courant de pensée qui pense ça. C'est pas mon propos, hein, mais il y a aussi l'idée que, comment dire, on n'est plus maître chez soi. Enfin, je dirais que face à cette mondialisation, les frontières apparaissent comme des solutions, alors qu'en fait, ça ne l'a jamais été, hein. Les frontières, c'est juste une ligne qu'on pose. Après, si vous voulez empêcher les gens de passer, bonjour, quoi. Enfin, voilà, il y a des vraies frontières naturelles, ça s'appelle des mers. Là, oui, les gens ont du mal à passer, et encore. Mais je dirais que j'ai plutôt le sentiment qu'on assiste à une forme de repli au fur et à mesure que le monde s'ouvre. C'est curieux, c'est comme un double mouvement. C'est comme un double mouvement. Et si vous ajoutez à ça par-dessus l'idée que la virtualité crée de nouvelles géographies qui transcendent les géographies réelles, je trouve qu'on est dans un monde très très compliqué et pour le coup très difficile à décrypter. Et c'est probablement pas étranger au fait qu'il y ait beaucoup de tensions, parce qu'à mon avis, les gens sont aussi perdus que je le suis en fait dans ce monde-là. J'essaye d'avoir un petit peu de hauteur, mais parfois, effectivement, je me perds un peu. Et voilà, il y a des nouvelles. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, je trouve que c'est ces nouvelles géographies qui se créent, dans le sens où aujourd'hui, on peut se trouver beaucoup plus de points communs. On peut créer des formes de territoires en fait alternatifs sur le net parce que on va croire, voilà, parce qu'on va croire que la Terre est plate. Et d'un coup, les platistes, les gens qui croient que la Terre est plate, vont pouvoir se réunir entre eux, comme s'ils créaient une sorte de pays virtuel sur Internet, et vont pouvoir se gargariser de leur ignorance tout en pensant qu'ils ont raison, quoi. Voilà. Donc c'est voilà, et les platistes ne sont pas les seuls, il y en a plein. Voilà, on est en train de l'Internet nous permet de nous regrouper par chapelle de croyances, parce que tout ça est affaire de croyances, en fait, euh, et crée une géographie parallèle à la nôtre. Et le fait que ça crée des désordres dans le monde réel n'est pas étranger à ce fait-là, c'est-à-dire que d'un coup, les gens se regroupent par croyances, sauf qu'ils ne sont pas regroupés véritablement géographiquement. Donc, du coup, on se retrouve à vivre avec des gens à côté de nous qui nous deviennent étrangers. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et comme on le sait, comme on le disait tout à l'heure, le territoire en fait se crée parce que des gens se regroupent au fond par croyance, par accointance, qu'elles soient religieuses, enfin, religieuses, nationales ou ce qu'on veut, mais qui ne sont de toute façon qu'affaires de croyance. Ça devient compliqué aujourd'hui le monde. On vit avec des voisins de plus en plus qui se sentent plus proches de quelqu'un à l'autre bout de la Terre que de nous-mêmes, alors qu'on partage le même territoire. Où est-ce que ça va aller? Je sais pas, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Como que justamente esta idea de comunidad, ¿no? De tener puntos en comunes que es constituyente de todo país, de toda ciudad, de todo edificio, si querés, Oui. se ve que desquebrajada a partir de estas cuestiones de comunicación, ¿no? Y justamente es lo que genera estos nuevos conflictos que, a diferencia de los otros conflictos, en un punto no son fáciles, no digo que los otros lo sean, porque no lo son tampoco, pero son aún mucho más invisibles de poder encontrarlos y contextualizarlos y entenderlos y de que entren en diálogo justamente con otras posturas, ¿no? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, comment dire, en fait, voilà, grosso modo, j'allais dire, le monde est. Je vais faire une grosse caricature, hein, parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais j'allais dire, avant, le monde était un peu simple, c'est-à-dire que vous aviez effectivement des territoires sur lesquels il y avait des gens qui parlaient la même langue,
en tout cas qui allaient dans les mêmes écoles, qui regardaient les mêmes télés, qui écoutaient les mêmes radios, etc., etc. Donc, et qui croyaient en une même mythologie. Parce que finalement, la nationalité, c'est une affaire de croyance. Hein. Voilà, il s'agit de croire en la même chose. Croire en France, croire en liberté, égalité, fraternité, c'est une croyance. Croire que la France est un pays, c'est une croyance. J'y crois, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut bien reconnaître que c'est une croyance. Mais dès lors que vous avez possibilité d'atteindre d'autres croyances par le biais d'un canal virtuel et du coup de vous sentir en décalage par rapport aux croyances dominantes, hein, qui sont celles sur lesquelles votre pays est constitué, bah oui, on peut se demander si l'unité du pays n'est pas en danger. On parle beaucoup de ça en France aujourd'hui. On parle de l'archipel français, voilà, justement, parce que bah, notre pays est, comment dire, plein de croyances alternatives aujourd'hui qui ne font peut-être pas, qui ne créent pas forcément une unité facile. Voilà. Alors on arrive à se réunir encore autour d'une équipe de football, c'est déjà pas mal, mais à part ça, on ne sait pas, des fois on se demande un peu ce qui peut nous rester. Voilà. Il n'y a plus la religion, c'est quelque chose qui ne nous unit pas, il y a encore liberté, égalité, fraternité, mais encore chacun en a sa propre interprétation, et puis il y a tout un tas de croyances qui viennent un petit peu voilà, fracturer tout ça. Bon, jusqu'où ça ira? On l'a vu aux États-Unis aussi. Aujourd'hui, les États-Unis sont très divisés. Les démocrates et les républicains ne croient pas les mêmes choses aujourd'hui. Et puis au milieu des républicains, on a la mouvance canon, les mouvements complotistes. Enfin, c'est assez fascinant en fait ce qui se passe aujourd'hui. Chacun fait un peu sa petite popote de croyance, sa petite marmite. Alors, c'est probablement c'est le signe de nos libertés aussi. Hein. Il faut voir ça. Chacun en pleine conscience va piocher les croyances qui lui semblent être les bonnes, parce que tout ça est affaire de croyances. Mais bon, oui, au milieu de tout ça, il y a quand même une victime qui est, à mon sens, le rationalisme. Bon, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. En tous les cas, il se passe des choses qui sont très très puissantes aujourd'hui, et qu'est-ce que ça créera concernant l'unité de nos États-nations, l'avenir le dira, encore une fois. Volviendo un poco al libro, ¿no? A rarezas geográficas, se recorren algunas historias donde se revela justamente que esta construcción del territorio se da a partir de un sinfín de situaciones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la de Nagua Imada, que a partir de un festín, ¿no? A partir de vos tomás una leyenda, a partir de un festín etílico, y a partir de los valores que se creía que en ese momento el tesoro era el agua, después este espacio termina siendo marginado de lo que fue el boom del petróleo. Justamente después, al mismo tiempo, está la historia del Hotel Arlis, que es digna de una película, sinceramente, donde pasa un poco lo contrario de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Digamos, un espacio como lugar de comunicación en un punto, ¿no? Durante la Segunda Guerra, un espacio como un lugar de escape a esta libertad, donde el punto más importante es la vida por sobre cualquier otra cuestión. De todas estas historias, ¿cuáles fueron las que a vos más te atraparon y por qué elegiste ir hacia ellas en vez de a otras? Alors ça me fait très plaisir déjà que tu parles de Nawan et Mada, parce que c'est une histoire dont on ne me parle pas souvent en fait. Elle ne frappe pas beaucoup les gens. Alors que moi je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant en fait dans cette histoire. Vraiment, c'est le remplacement d'un paradigme au Moyen-Orient. Dans un premier mouvement, l'eau est très importante, et puis le pétrole arrive, et d'un coup, l'eau, c'est plus un problème. Voilà. Et celui qui n'a pas choisi le pétrole, en fait, ben, il est beaucoup moins riche que celui qui avait l'eau, et peut-être en 50 ans, l'appui même sur lequel se fonde la richesse, ce sur quoi se fonde la richesse, a totalement changé.
C'est vraiment c'est extraordinaire. Donc c'est en fait un manque de vision en fait des gens à Mada de ne pas avoir vu arriver le pétrole. Ils sont restés à l'eau. Mais peut-être que l'avenir leur donnera raison, parce que quand il n'y aura plus de pétrole, ben, l'eau restera en revanche toujours aussi précieuse. Donc et il y aura peut-être un retournement de l'histoire. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Tu parles de la suite 212 du Claridge. Alors la suite 212 du Claridge, je vais encore le répéter, mais au moment où j'ai écrit, c'était une histoire qui était surgravée dans le marbre, et en fait, les recherches ont eu tendance à démontrer que c'était pas si clair que ça, que c'était peut-être pas une véritable histoire. Donc effectivement, elle est digne d'un film, et c'est peut-être un film. Je l'ai laissé dans le livre parce que rien n'est définitif, et puis d'une certaine manière, une légende à la fin peut avoir, enfin, comment dire, sa signification peut être plus forte que sa réalité elle-même. Et puis, il y a un vrai précédent, enfin, comment dire, il y a une véritable histoire au Canada, un peu du même genre, qui est arrivée avec la descendante enfin, comment dire, l'héritière du trône des Pays-Bas, qui fait que j'ai préféré la laisser. Mais encore une fois, je pense qu'il faut prendre des pincettes avec cette histoire. Elle est peut-être pas vraie, mais ce qu'elle raconte est absolument formidable. Voilà. Après, moi, si je dois raconter si je dois te parler des territoires que j'ai préférés, des histoires que je préférais, je dirais que celle des territoires abandonnés, en fait, me touche énormément, mais probablement parce que l'abandon est quelque chose qui me touche beaucoup. Peut-être aussi parce que je vois là les territoires sans nationalité, pardon, sont peut-être des traces au fond de ce qu'était la Terre bien avant. Je veux dire, la nation n'a pas toujours existé, le territoire n'a pas toujours existé, comme je le disais tout à l'heure. Bon, voilà, et on peut peut-être les voir comme des échos de ce qu'était la Terre avant que l'homme ne décide de se l'approprier. Donc voilà, le Birtawil, c'est un territoire qui me fascine beaucoup. Me dire qu'aucun drapeau n'est planté dessus, que personne n'en veut. Et pour le coup, pour des questions de richesse, puisque le territoire n'est riche de rien sinon de ses cailloux. Donc ce qui en dit long, voilà, ce qui peut-être corrobore ou confirme ce que je disais tout à l'heure. Le territoire n'est que question de richesse. On n'en veut pas parce qu'il n'y a pas de pétrole dessus, quoi. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à y faire, il n'y a même pas d'eau là, sûrement, il y a que des cailloux. Bon, bah voilà, on s'en fiche. Comme je dis souvent, le jour où on découvrira du pétrole en Antarctique, peut-être que ce territoire finira par être partagé entre ceux qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, on n'y va pas, mais parce que c'est un territoire qu'on ne peut absolument pas exploiter. Je pense qu'en grande partie pour ça, je suis un peu. C'est pas par grandeur d'âme, hein, je pense que l'Antarctique n'est pas conquis, c'est simplement que c'est invivable et qu'on n'y trouve rien. Donc voilà. Et la Lune, le jour où on découvrira des choses intéressantes sur la Lune, on ira peut-être aussi la conquérir. D'ailleurs, on sait déjà qu'il y a des choses intéressantes sur la Lune. Il y a de l'hélium 3, par exemple. L'hélium 3, qui est un des grands enjeux pour la fusion nucléaire. Bon, que vous dire? Alors, pardon, je m'éloigne un petit peu. D'autres territoires que j'aime beaucoup, évidemment, j'aime beaucoup l'île de la Conférence entre la France et l'Espagne, qui a les deux nationalités. Ça, je trouve ça terriblement exotique. Et puis j'aime beaucoup aussi les territoires d'idéalistes. Donc Sealand me fascine énormément. L'Arbésie aussi, cet hôtel sur la frontière franco-suisse, mais parce que j'y vois des idéalistes, dans un cas plutôt un anarchiste, et puis dans le cas de l'hôtel sur la ligne franco-suisse, j'y vois plutôt un idéaliste. Voilà, cet homme qui se servit de son hôtel, de cette principauté pour faire fuir des juifs en Suisse. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un exemple. Le type s'est affranchi de toute règle, hein, a créé les siennes et a résisté, en fait. Voilà, donc la résistance aux normes et aux règles, parfois ça a du bon, il en faut, mais il faut aussi se souvenir que des fois, il faut leur résister, quoi. Voilà. Después hay dos historias que son geográficamente muy cercanas, ¿no? Una es la de la isla Martín García y otra es la de Nueva Germania, ¿no? En el Paraguay, que son muy interesantes. Sí. Quizás la isla de Martín García para nosotros en Argentina es algo, como bien decís vos, hoy se la conoce más por ser un lugar donde se hace pan dulce,
que le gustaba a un expresidente que por toda una cuestión histórica y hasta se desconoce que está dentro de lo que es el marco de las aguas continentales de Uruguay, ¿no? Y así es una metáfora muy linda justamente con cómo el islote de al lado, el tiempo fue borrando la frontera y la fue uniendo, que era un poco la idea de Sarmiento. Y en ese punto quería hacerte una pregunta muy particular. Salen islotes todo el tiempo hoy por estas cuestiones de los cambios, del cambio climático, o que resurgen nuevas islas, o desaparecen, si querés, como pasó en México. ¿Cómo es esa cuestión? O sea, ¿es el primero que llega y la reclama, o ya si está dentro de unos límites marítimos, es el que se la queda? Oula, déjà, il y a des bêtes questions de droit maritime, en fait, là-dessus. Déjà, alors je connais pas foncièrement par cœur, mais il me semble qu'il y a dans les 12 000 nautiques, alors il y a des règles, hein, voilà, il y a dans les 12 000 nautiques au-delà de la côte, ce sont des eaux territoriales. Donc toute île qui naîtrait dans ces 12 000 nautiques appartient au pays dans lequel il y a des eaux territoriales. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les zones économiques exclusives. C'est-à-dire qu'on peut réclamer 200 000 au-delà de 200 000 nautiques au-delà de ces côtes comme étant entre guillemets sa propriété, c'est-à-dire que tout ce qui peut y être exploité appartient au pays qui a ces 200 000 nautiques. Bon, sachant que tout ça est censé donner lieu à des négociations entre pays quand les zones se recoupent. Et il y a quand même des endroits où c'est absolument pas clair, comme dans les Spratlais, qui est un des chapitres de mon livre. En fait, il y a eu 0 négociation là-bas, et tant qu'il n'y en aura pas, ce sera absolument pas clair. Voilà. Donc, j'ai pas d'avis. Voilà, je dirais que jusqu'à un temps encore récent, celui qui posait en premier son drapeau quelque part était le propriétaire du pays, et c'est comme ça que ça a toujours marché. Et puis d'ailleurs, il y en a qui ont fait aussi autrement, c'est-à-dire qu'ils ont planté leur drapeau et aussi exterminé les gens qui étaient déjà. Donc voilà, la propriété, elle ne fonctionne au fond que si vous l'avez clamée, et je dirais si vous êtes suffisamment fort pour la défendre. Au fond, c'est un peu ça. Hein. Je fais de la géopolitique un peu basique, mais c'est quand même comme ça c'est en général comme ça que ça fonctionne. En Argentine, vous êtes un peu bien placé pour le savoir, hein, puisque voilà, les Malouines, je sais que c'est un grand traumatisme chez vous. Bon, ben, vous avez eu plus fort que vous en face. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Voilà. Alors après, loin de moi le débat de dire s'il faut que ça reste anglais ou pas, c'est un débat qui ne m'appartient pas. Et je vous laisse régler ça avec la Grande-Bretagne. Mais voilà, ça a quand même été une question de rapport de force, il faut bien le dire. Claro, claro, claro. Justamente ayer salió, quizás no estás al tanto, pero ayer salió en Argentina un nuevo conflicto con Chile a partir de un tratado de paz que se firmó en el 84 por unas plataformas marítimas donde, bueno, se había marcado digamos, un límite, bueno, y Chile los está reclamando, Argentina le dice que no le corresponde. A lo que voy con esto es, retomando un poco el principio de la cuestión, ¿no? Que estamos todo el tiempo, y ahora que vos hablás de estas cuestiones de la medición de fuerzas, estamos todo el tiempo un poco marcando justamente, hay un conflicto constante, ¿no? Por estos nuevos límites a partir de las riquezas posibles que puede tener un espacio, ¿no? Y ahí, bueno, entra toda una cuestión geopolítica de aliados que verán de qué lado se pondrá en cada situación. Oui, oui, oui. Après, j'ai un peu l'impression que finalement, c'est un peu comme ça que nous, humains, descendants de primates, fonctionnons, au fond. D'une certaine manière, nous aussi, à notre échelle, nous défendons un territoire, nous défendons notre corps contre des agressions extérieures,
et les faibles attirent les forts. Alors, il y a des gens bons, hein, je veux dire, il y a des gens qui ne vous cherchent pas de problème et qui ne veulent pas vous voler. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dirais qu'il y a des instincts en nous qui ont tendance à vouloir piquer ce que possède l'autre. Et essentiellement, alors pour des questions de prestige peut-être, mais aussi tout simplement pour des questions de survie. Ce que l'autre n'a pas, nous l'avons en fait. Voilà. Et ce que nous avons, l'autre n'a pas, l'autre ne l'a pas. Et je dirais que c'est une poursuite un peu darwinienne. Les forts oppriment les faibles. Et voilà, c'est un peu l'histoire du monde. J'ai pas envie de souscrire à cette manière de faire. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai envie de dire, mais force est de constater que c'est un peu l'histoire du monde quand même. Donc, quand l'Europe a conquis l'Amérique, c'était ni plus ni moins que ça. Voilà, aller se servir. Bon, bah, voilà. Bon, bah, ça nous permet de discuter, vous et moi, entre eux. Mais voilà, et le conflit entre l'Argentine et le Chili, dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants, j'imagine que c'est un petit peu celui-là. Finalement, il y a le Mont Blanc en France aussi. Je pense que si ça a été un non-sujet entre la France et l'Italie pendant longtemps, c'est parce que l'Italie ne s'intéressait pas du tout au Mont Blanc. C'était pas du tout un enjeu de richesse. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que les tensions renaissent aujourd'hui. Et si vous regardez un peu ce qui se passe là-bas, l'Italie commence à exploiter le Mont Blanc, à exploiter le potentiel touristique du Mont Blanc. C'est-à-dire qu'elle a construit un gigantesque téléphérique qui emmène jusqu'en haut, ou en tout cas pas loin, et qui permet à des touristes venant d'Italie d'aller admirer le plus haut sommet d'Europe. Chose que la France fait depuis très très longtemps, depuis les années 50, avec un autre téléphérique. Donc, et d'un coup, les tensions renaissent entre les deux pays. Voilà, bizarrement. Alors que ça a été un non-sujet pendant presque un siècle. Donc, voilà, et encore, donc il s'agit de richesse, et d'exploitation. Ben voilà, bon, ben on va discuter avec les Italiens, puis on trouvera bien une solution à un moment, quoi. Je pense pas qu'on va se faire la guerre avec les Italiens pour ça. Hein. À mon avis, on en est très très loin. Il vaut mieux qu'on fasse quelques finales de Coupe du Monde de football, c'est plus sympa. Et voilà. O pueden hacer como en algunos casos del libro donde según la fecha depende todo, la legislación cae de un país y cuando se pasa esa fecha cae en el otro, ¿no? De alguna manera una especie de arbitrio Oui, peut-être, ouais. Político correcto. Vous voudriez que je devienne l'arbitre de ce conflit, de par mes connaissances du dossier? Waouh, ce serait un grand honneur, mais une grande, grande pression aussi. Hein. Je ne sais pas si je pourrais, honnêtement. Para ir cerrando, ya hablando un poco de estos tiempos de pandemia, que imagino que te habrán hecho reflexionar mucho sobre la cuestión del tiempo y el espacio, ¿no? Porque justamente fue un tema que entró directamente en la agenda, el tiempo en el sentido de cómo administrábamos nuestra vida y las posibilidades que teníamos de hacer cosas o no, o que tenemos todavía, porque si bien el mundo se abre de a poco, todavía muchas cosas siguen cerradas. Y otras, el espacio, justamente a partir de este recluirse, y también el espacio público, si querés, también como un espacio vedado, ¿no? Digamos, ¿qué crees que esta pandemia nos puede enseñar justamente sobre cómo manejamos nuestro tiempo y sobre qué creemos, cuál es nuestro espacio? Alors, c'est très intéressant. Sur le temps, j'ai des choses à dire. Je ne sais pas si j'en ai sur l'espace, mais j'en ai sur le temps. Je dirais que le temps de la pandémie, pour moi, a été très intéressant parce que j'ai eu le sentiment qu'il a mis le temps à nu. En tout cas, nous qui avons été... je sais, vous avez été confinés aussi, je crois, en Argentine. Nous, on l'a été dès le 13 mars, je crois, au 14 mars 2020. Et pendant très longtemps, pendant 2 mois et demi. Et d'un coup, on n'avait plus de repères, en fait. Voilà. Et donc, le temps était nu.
Et effectivement, il y a eu beaucoup d'angoisse, je pense. Moi-même, j'en ai ressenti face à, d'un coup, cette espèce de chose un peu innommable qu'on avait devant nous, qui était le temps et qui n'était plus scandé par des rituels. Il y avait plus, il fallait plus, on pouvait plus emmener les enfants à l'école le matin. Euh, finalement, et on avait pu aller au travail. D'ailleurs, tout travail était impossible pour beaucoup. Alors moi, j'avais la chance de pouvoir continuer à travailler un peu sur certains sujets, mais j'ai quand même beaucoup de projets, je suis réalisateur par ailleurs, beaucoup de projets qui se sont arrêtés, donc d'un coup je me suis retrouvé avec une masse de temps comme ça, informe, infinie en quelque sorte, dont je ne savais pas forcément, dont je ne savais pas bien quoi faire. Et je me suis aperçu qu'effectivement notre notion du temps, elle était essentiellement, euh, comment dire, euh, perçue, ressentie de par sa mesure, au fond. Parce que, voilà, à 8 heures, il se passe ci, à 9 heures, il se passe ça, à 10 heures, il va se passer autre chose, etc. etc. Voilà, là, on n'avait plus de rendez-vous, on n'avait plus d'obligation. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, ça a été très angoissant pour ça. Mais je dirais que ça a été aussi peut-être l'occasion d'arrêter, justement, de courir après une organisation du temps. C'est-à-dire que d'un coup, ce temps, vous l'aviez, vous pouviez le vivre au présent, en fait. En tout cas, moi, j'ai eu cette sensation-là. Il y a eu plein de moments. Alors, bien sûr, je me suis recréé des rituels. Voilà, j'ai fait j'ai essayé de structurer mon temps, mais il y avait quand même beaucoup de moments où on n'avait plus qu'à vivre au présent, en fait. Or, et on peut s'apercevoir du coup qu'au fond, nos vies, enfin, en tout cas, voilà, moi, homme occidental, dans une ville cosmopolite comme Paris, je me suis aperçu qu'au fond, mon temps, il était partagé entre ce qui venait de se passer et ce qui allait arriver, quoi. Mais le moment présent est je trouve, dans notre, de par notre manière de vivre, très difficile au fond, à vivre très simplement comme un moment présent. Et je pense que ça a eu cette utilité, en fait. Le temps était nu d'un coup, et nous avons dû vivre au présent. Bon. Euh, voilà, ça c'est la première chose pour le temps. Et concernant l'espace, oui, alors là, c'est sûr pour le coup que confiné comme on était, il y avait de plus en plus, il y a eu de plus en plus de frontières. Il y avait la frontière de nos maisons, de nos appartements, de nos jardins pour les plus chanceux. Puis il y a eu la frontière à Paris, par exemple, à Paris, même en France, pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de se déplacer à plus d'un kilomètre de chez soi. Donc d'un coup, vous avez une frontière circulaire autour de chez vous, comme ça, que vous n'avez pas le droit de dépasser, quoi. C'est assez violent, en fait, hein, quand même. Donc quand vous viviez à la campagne, bon, bah, c'était peut-être relativement supportable, encore que je pense que le fait de ne pas pouvoir aller au-delà du kilomètre, ça devait quand même être assez dur. Mais alors en ville, c'était compliqué. Donc d'un coup, c'est étonnant parce que à la fois, vous voyez, à la fois le temps disparaissait, en tout cas la mesure du temps disparaissait, mais d'un autre côté, la frontière se faisait plus présente. Il y a eu un peu ce double mouvement. Donc, plus de temps, dans plus de frontières, moins de temps, en fait, d'une certaine manière. C'est assez curieux. C'est assez curieux. En fait, voilà, c'est ça. L'horizon du temps devenait presque infini, mais l'horizon spatial devenait de plus en plus fermé. C'est curieux ce qui s'est passé. Bon, depuis, ça s'est rééquilibré, ça va beaucoup mieux. Mais oui, on n'était pas habitué à vivre comme ça. Donc, c'est peut-être ça que ça nous a appris. On a mis le temps à nu et la notion de frontière nous est apparue peut-être encore plus absurde, peut-être. Je ne sais pas. Tan absurda como todas estas historias que contás en el libro, que justamente revelan que muchas veces los orígenes de lo que creemos, lo que hablábamos antes de los tres horarios en una ciudad, no sé, la isla redonda, ¿no? El Principado de Sealand, justamente muchas veces el absurdo es
lo que marca la normalidad, ¿no? Lo que marca las pautas de cómo tenemos que convivir o vivir. Bah, comme je disais un peu au début, moi j'ai l'impression que tout est fou en fait. Je veux dire, à partir du moment où, comment dire, il s'agit de croyances. Je veux dire, croire que la frontière passe quelque part, c'est une croyance. Et d'une certaine manière, il faut être un peu fou. Et comme je dis, le premier qui a dit la frontière, elle est là, il a été pris pour un fou. Puis à force de le répéter, il a converti des gens autour de lui. Et puis au bout d'un moment, c'est un fait, c'est devenu un fait avéré. Comme toutes les croyances d'une certaine manière sont des folies. Pour moi, il n'y a que les faits en fait qui sont réels. Voilà. Et la physique, je suis physicien de formation, donc voilà, il y a des choses qui sont voilà, qui sont réelles. Le reste, finalement, ça ne sont que des contingences. Donc, oui, tout ça dans le fond est complètement absurde, mais néanmoins nécessaire si on veut vivre ensemble. En fait, voilà, nous sommes des animaux sociaux et encore une fois, pour pouvoir vivre ensemble, il faut que nous ayons des mêmes référentiels de croyances. Bon, ben voilà, si on croit tous que la France est un pays et que les frontières sont là et que nous sommes unis par des mêmes idéaux qui sont ceux de la Révolution française, bon ben voilà, on a un pays qui peut à peu près fonctionner, et on a un projet ensemble. Voilà, donc la croyance est nécessaire en fait, au fond. C'est peut-être une folie, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Voilà. Muchas gracias, Olivier, por estos minutos. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Très heureux d'avoir pu. Ça m'a de faire avancer ma réflexion encore autour de tous ces sujets. Je suis ravi de voir que mes livres suscitent autant de réflexion chez toi et chez d'autres. Muchas gracias. Merci. Merci.